top chrono pour expliquer des choix, justifier des prises de position, des options faites. 90 minutes pour convaincre ses compatriotes et l'opinion internationale de sa volonté manifeste de ne jamais opter pour une révision opportuniste de la Constitution béninoise. L'exercice est inhabituel. Patrice Talon, face à une poignée de confrères au palais de la Marina, aura-t-il réussi cette sortie médiatique? A-t-il effectivement abordé les sujets brûlants de l'heure? Décryptage avec mes invités du jour sur IFA Télévision. Je veux nommer Irénée Josias Agosta, acteur politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur News 10 et politique. Et face à vous, docteur Mohamed Awali Akintola. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes chef pôle communication du Parti Renaissance Nationale. Alors, dites-nous tout de suite, Irénée Agosta, Patrice Talon avait-il un besoin de convaincre ou un besoin d'expliquer des choix? Le président de la République, à mon avis, n'était pas dans un exercice pour convaincre. Cet exercice est pour apporter des éclairages sur certains points et permettre à ce que l'opinion publique se fasse une idée claire sur ces points-là. L'opinion publique est internationale, je veux dire l'opinion nationale et internationale. Le chef de l'État, cet exercice lui permet de se recoller, bien sûr, au peuple. Ça lui permet d'être plus audible encore au niveau du peuple. Et donner plus d'arguments à ceux qui le soutiennent, nous qui le soutenons, nous qui sommes membres des partis qui lui apportent le soutien et nous apportent les moyens de lutter contre l'intoxication et de finir avec certains problèmes et d'aborder les véritables problèmes dans le débat public. Donc, cet exercice est et nous pensons que ça va se multiplier et chacun de nous va jouer ce rôle au niveau, bien sûr, de sa sensibilité et permettre à ce que l'opinion publique soit vraiment informée. Docteur Akintola, pour la presse ce jour, Patrice Talon aura réussi quand même à lever le voile sur les sujets sensibles. Est-ce que vous avez eu cette lecture-là après l'avoir suivi 90 minutes durant hier? En effet, bonjour à nos internautes et merci beaucoup pour cette occasion de nous prononcer sur la sortie du président de la République hier. Je ne crois pas que le président se retrouvait dans une posture de chercher à convaincre, puisqu'il n'y avait pas à convaincre pour faire changer d'opinion sur tel ou tel sujet. Non, il était beaucoup plus dans une posture explicative. Et c'est aussi, ça fait partie de la transparence et de ce qu'on appelle la reddition de comptes, que le dirigeant qui a été mandaté dans un contexte démocratique vienne quand même s'expliquer, donner, ou alors expliquer ses orientations ou ses actions. Vous voyez, c'est assez important parce que cela est gage de collaboration des autres forces de la nation et surtout du peuple. Donc, je ne le voyais pas dans une posture de quelqu'un qui cherchait à convaincre un peuple, non. Il devait se prononcer sur certains faits qui, pour ces derniers jours, faisait une polémique inutile. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Les questions qui ont été abordées, par exemple la question de la révision de la Constitution, il fallait qu'il puisse une fois encore dire sa position. Vous voyez, et on ne peut le tenir responsable que de ce qu'il a dit, pas de ce qu'on pense qu'il voudrait ou de ce qu'on pense qu'il aurait dit. Par rapport à cette sortie, il y a eu d'abord le discours du chef d'État sur de la nation, il y a eu ensuite ses propos, son entretien avec l'OATV, et cette fois-ci, il élargit un peu la palette des confrères. Dites-nous finalement le timing, est-ce que ça a été bien choisi pour vraiment lever le voile sur les sujets qui font polémique en ce moment? Bien sûr, parce que les autres fois cités, le discours sur l'état de la nation et autres, il n'y avait absolument aucun débat n'était posé à l'époque. Vous voyez, sa sortie aujourd'hui vient répondre à un débat formel qui a été posé. Ce débat a été posé par deux actions. La première, la décision du 4 janvier de la Cour constitutionnelle qui a initié cette affaire de modification de calendrier ou pas, et la solution qu'a proposé un parti politique ou alors le président du groupe parlementaire d'un parti politique président de l'Assemblée nationale sur, dans ce processus de recherche de solutions. Et là,
le débat était réellement posé. Donc, je vois que ce qui a été dit hier par rapport à la révision de la Constitution, même si les mots ont été les mêmes, vient à point et vient répondre à une question qui est maintenant réellement posée et qui sort du cadre des rumeurs et autres. Et des autres questions telles que notre collaboration au sein de la CEDEAO avec les États qui sont à l'extérieur et tout ça. C'est des questions d'actualité. Ça méritait que le président de la République sorte. Je les ai notés sur la forme. J'ai d'abord voulu prendre votre avis sur la forme. Monsieur Gossa, dites-nous sur la forme. Est-ce que vous avez aimé des journalistes nationaux et voilà, RFI qui était dans la salle, représenté par Jean-Luc Aplogan. Des questions étaient posées, mais en plus, 8 questions quand on fait le point. Est-ce que vous pouvez effectivement c'était réussi ces exercices-là? Oui, c'est bien, parce que dans tous les cas, ça a donné l'opportunité à la presse nationale de poser les problèmes qui sont d'actualité et avoir les explications du chef de l'État lui-même. Donc, on reprochait au chef de l'État d'être un peu très distant de la presse nationale et surtout du peuple. C'est-à-dire que le peuple veut l'écouter sur certains points. Et comme je l'avais dit, c'est clair qu'il fait cet exercice pour pouvoir apporter l'éclairage qu'il faut et de manière à ce que l'intoxication ne soit pas l'élément de débat. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre ce qui est réel pour en faire le débat. Donc, il faut discuter par rapport à ce que le chef d'État a dit. Donc, et là, ses positions sont claires. Donc, s'il y a débat maintenant, il ne faut pas qu'on imagine des choses. Donc, au niveau de la presse aussi, nous pensons que désormais, la presse a les éléments qu'il faut pour apprécier. Vous pensez que la presse a vraiment les éléments qu'il faut pour apprécier? Tout au moins, ce que le chef d'État a dit sur les sujets sur lesquels on débat tout à l'heure. Polémique, troisième mandat, révision de la Constitution, situation Niger, CEDEAO, 2026, même la question des retraites d'office, etc. Mais il a été clair. Les ministres conseillers donc, également. Les ministres conseillers, donc c'est clair. Ça, et il était dans une logique qu'on peut critiquer ou bien qu'on peut soutenir. Donc, on ne doit plus maintenant inventer des positions du chef de l'État. Ça, c'est important. Et cet exercice ne doit pas être juste conjoncturel. Ça doit être désormais programmé de manière à ce que, s'il y a une situation, qu'on se dise, dans très peu de temps, le chef de l'État donnera sa position, même si c'est par son porte-parole, par les partis, etc. Et ça nous permet, nous qui sommes membres des partis, de relayer cela au niveau des populations et susciter le débat public. Que maintenant qu'il y a un débat, quelle est la position de l'opposition, quelle est la position des autres forces et pourquoi, et nous sommes en train, nous, de soutenir le chef d'État dans tel sens, il faut qu'il y ait des arguments et qu'on essaie d'aller au-delà. Ça veut dire que les partis politiques aujourd'hui ont tous les arguments qu'il faut pour pouvoir aller sur le terrain et débattre. Et surtout, il faut voir ce que le chef d'État a dit sur un point. Et que nous devons comprendre chacun de nous. C'est que nous devons faire la promotion de notre pays. La promotion de notre pays est là, sur certains sujets. Donc, il faut déjà les perspectives, ce qu'il faut faire pour... il faut promouvoir ce pays à travers les acquis. Les acquis. Et aussi, surtout, ne pas poser des problèmes qui nous ramènent en arrière et qui font que les gens souvent se disent mais ce pays est encore à ce niveau. Non, nous avons dépassé les... On va venir. Docteur Kintola, c'est vrai, au début de cette polémique autour de la révision de la Constitution, votre parti, Renaissance nationale, avait déjà mis des réserves. Est-ce qu'après cette sortie du parti du salon, vos réserves sont toujours maintenues ou bien ça tombe? Non, mais en fait, nous nous sentons heureux d'avoir été confirmés dans notre position, confortés dans notre position par cette sortie du président de la République. Parce que qu'ils vous souviennent que le parti Renaissance nationale a été le premier à dire et à clarifier que le président de la République n'avait pas demandé une révision de la Constitution. D'abord, on a écarté cette question du troisième mandat ou pas. On l'avait déjà écarté, on a dit que pour nous, il n'y avait pas de débat à ce niveau. C'était juste un chou gras de l'opposition pour, comment on appelle, faire business politique. Donc pour nous, il n'y avait pas de débat à ce niveau-là, il ne fallait pas gaspiller l'énergie pour en parler. Quand
dans la question de la révision du code électoral, notre parti a toujours dit ce qui suit. L'atmosphère délétère que connaît la fin du deuxième mandat sous nos tropiques et ce qui se passe dans la sous-région n'est même pas réconfortant. Il vaut mieux, nous sommes un soutien du président de la République et nous voulons qu'il finisse bien son mandat et son image doit être soignée. S'il a dit et redit qu'il n'est pas intéressé par une révision de la Constitution ou pire encore, une révision qui toucherait au nombre de mandats du président de la République, eh bien, donc, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur ce terrain-là ou l'emmener sur ce terrain-là? Nous avons toujours dit, si ce n'est que pour répondre ou déférer à l'injonction de la Cour constitutionnelle, la solution se trouve dans le même code électoral. Et avions fait des propositions très claires par rapport à ça. Maintenant, si, comme l'a dit le président de la République lui-même hier dans sa sortie, c'est que il y a l'intérêt général et il y a les intérêts politiques des acteurs politiques. Si cela emmène à ce qu'on propose une révision de la Constitution pour des objectifs donnés, eh bien, ça, c'est un autre débat. Mais Patrice Talon, au fond, ne dit pas de ne pas réviser la Constitution. Ou bien c'est ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit hier? Je vais donner ma compréhension de ce que j'ai entendu, quitte à ce que vous me dites que c'est ça ou que ce n'est pas ça. Il est allé hier plus loin qu'il n'a été lorsqu'il était en concertation avec les partis politiques. Il a dit, si ce n'est que ça, je ne voudrais même pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. C'est pour dire que si ça va amener polémique, moi, ça ne me gêne pas. Je pense qu'on a suivi quand même le même élément pour dire que si tel est que ça va amener polémique et qu'on va faire des insinuations et tout ça, moi, ça ne me gêne pas. Laissez la Constitution à l'État. Et alors, donc c'est très clair à mon avis, ou du moins, à moins que je ne parle pas la même langue ou le même langage que ce que j'ai entendu hier. Si tel est que ça va nous emmener à nous... et surtout à intoxiquer mutuellement les acteurs ou que les acteurs politiques s'intoxient mutuellement aux yeux de l'opinion publique, il vaut mieux qu'on évite tout ce qui pourrait être problématique. Monsieur Gossa, est-ce que vous avez cette même lecture de ce que Patrice Talon dit? En fait, réviser la Constitution, ça relève quand même du pouvoir législatif, non? Ce n'est pas là le problème, parce qu'il faut dire qu'il y a deux forces en présence. Il y a deux forces en présence. Il y a celle qui, en fait, pense qu'il faut hyper personnaliser le pouvoir et qui demeure toujours dedans, et celles qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Et du coup, ces forces-là sont dans la logique de l'affaiblissement des institutions de la République. Ils ne considèrent pas les institutions de la République puisqu'elles sont dans la logique de l'hyper-personnalisation. Donc c'est les hommes qui sont tout. Les institutions, pas du tout leur problème. Et il y a de l'autre côté celles qui donnent de la valeur aux institutions et celles qui disent que désormais c'est les partis politiques qui vont porter le message politique et celles qui sont en train de lutter contre l'hyper-personnalisation et qui posent des problèmes du développement du pays. C'est cette clarification que le président veut apporter hier, même dans son propre camp. En parlant de révision de constitution, le chef de l'État n'est pas contre une révision de constitution. Le chef de l'État a donné sa position par rapport aux instructions de la Cour constitutionnelle. A été clair, il y a deux possibilités. Où les députés actuels et les maires actuels parrainent les prochains candidats pour l'élection présidentielle de 2026, ou c'est les nouveaux maires et nouveaux députés élus en 2026 qui vont parrainer les prochains candidats à l'élection présidentielle de 2026. Il faut faire le choix. Si vous faites le choix, et le président était clair, si vous faites le choix du fait que ce soit les actuels députés et les actuels maires qui vont parrainer, alors vous êtes obligé de faire une révision technique de la Constitution. Oui, il n'a pas de retouche technique. Retouche technique en ramenant l'élection présidentielle avant les élections générales. Et il dit, cela va
réduit mon mandat. Mais moi, ça ne me gêne pas. Si tel est votre choix. Du coup, il n'a pas désavoué en fait cette position du parti il n'a pas président parlementaire. Il met les députés devant leurs responsabilités. Et il dit, j'ai appris que tous les députés sont presque d'accord. Mais si ils sont tous d'accord, qu'ils l'assument, au lieu de dire que c'est le chef de l'État qui demande une révision. Non, c'est le choix effectué par les députés qui les conduit à une révision technique de la Constitution. Et il a dit, quand il a lu la proposition de loi, qu'il n'a rien vu concernant un troisième mandat. Et que cela soit clair dans la tête des Béninois. Donc, mais il donne sa position pour dire que, en ce qui me concerne... Cette position qui ne lie pas les députés, en fait. Les députés, il a dit que ça ne les lie pas. Que sa position, lui, c'est de penser que ça soit les nouveaux élus de 2026 qui parrainent. Oui. Ça, c'est sa position. Mais là où moi je l'admire, c'est que c'est clair, il est chef d'État et il a dit sa position en tant que président de la République. Et a mis ses garde-fous. Il dit, si vous le faites et que vous touchez à des fondamentaux de la Constitution, je ne donne pas caution à ça. Et l'autre chose, c'est clair, il dit aux députés, jouez votre rôle. Je ne suis pas là pour vous donner des instructions. Donc, chaque institution doit jouer parfaitement son rôle et l'assumer à fond. C'est ça ce que veut le chef d'État. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'au Parlement, nous allons avoir une clarification. Ceux qui veulent qu'on choisisse telle ou telle position vont se manifester. Et comme ça, le débat se fera au Parlement. Là, le débat se fera au Parlement. Et nous aussi, à notre séance, on fera le débat pour les éclairer. Et on verra ceux qui, en fait, prennent pour prétexte certaines positions et parlent au niveau de la population des choses qui n'existent pas. Et il faut finir avec pour dire que c'est tellement dangereux ce qui se passe à cette émission. Est-ce que c'est dangereux au pourtant il vaut mieux alerter, non? Non, c'est dangereux pour notre image. Quand les autres pays trouvent une possibilité pour être en compétition et nous devancer, les autres pays vont à fond. Nous avons la chance aujourd'hui de réussir l'alternance à tout moment dans notre pays. Kérékou n'a pas révisé, Yaïboli n'a pas révisé, Soglo n'a pas... Écoutez, le président actuel a donné sa position. C'est un élément de marketing politique de la sous-région. Au même moment où... On va écouter... Au même moment, je finis pour dire, au même moment où dans d'autres pays comme le Sénégal, on a cette rupture démocratique, nous sommes dans une logique parfaite on parle de dérogation au Sénégal. Au Sénégal, ils n'ont pas d'une dérogation spéciale. C'est une rupture démocratique. D'autant plus on va en venir, condamné par la CEDEAO. On va parler de ce sujet parce que justement, c'est ce que nous n'allons plus revenir sur ça. C'est un élément de marketing. Et Patrice Talon l'a dit. Il a dit cette question est derrière nous. Désormais, c'est ce qu'il a dit. Et il dit qu'il a fait exprès en demandant que une disposition de la Constitution a modifié et qu'on dise nul de ça ne sera plus de mandat. Est-ce que pour vous donc cette crainte est désormais levée totalement et que les députés peuvent désormais aller à leurs occupations? Il faut féliciter le président de la République pour cette sortie et ces éclaircissements-là. Parce que le président Agossa a utilisé un terme tout à l'heure, prétexte. C'est-à-dire que ça balaie du revers de la main toute possibilité d'utiliser la caution du président de la République comme prétexte pour servir des intérêts personnels dont il a parlé, des intérêts politiques personnels dont il a parlé hier. C'est que si on veut être conséquent, plus personne, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, ne peut plus dans un élan ou de révision, ou de contre-révision, ou d'opposition à la tout ce que vous voulez, en tout cas en ce qui concerne la Constitution, plus personne ne peut prendre pour prétexte désormais une instruction du président de la République, un désir du président de la République ou les intérêts du président de la République. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça un chef d'État. Voilà ma posture, je l'assume, j'ai pris des engagements. Le chef d'État aussi, c'est de faire en sorte que l'alternance 2026 se fasse dans de bonnes conditions. Et donc, si les députés décident de légiférer, pour qu'ils puissent faire, comme l'a titré une presse ce matin, faire une atterrissage à moitié, une descente en douce, ça va de son intérêt aussi. Qu'est-ce qu'il appelle atterrissage en douce? C'est-à-dire... Oui, Patrice Talon ne veut pas modifier la Constitution. Et donc,
essaie de, comme l'a dit le président, essaie d'entrer désormais, de créer une certaine cohésion entre lui et son peuple et tout. Oui, dans cette sortie hier, voilà. Oui, mais c'est pas la révision de la Constitution qui allait l'aider à le faire. Vous voyez, bien au contraire, bien au contraire. Oui, parce qu'ils estiment que s'ils modifient la Constitution, Ouais. le fait déjà qu'il y ait chevauchement de date et que ce soit les anciens élus ou ceux qui sont là ou les nouveaux qui donnent parrainage, Ouais. ça pourrait créer une certaine confusion sur le champ politique. Vous savez, et si vous voulez qu'on mène ce débat technique, là, on va le mener pour dire que même cette affaire du calendrier électoral est un prétexte pour modifier la Constitution, si vous voulez. C'est un prétexte. C'est parce que le problème n'est pas le calendrier électoral, le problème, c'est le droit de parrainage. Vous comprenez ce que je dis? Le délai fixé pour exercer ce droit de parrainage-là crée un chevauchement sur le calendrier. Tout à fait. Mais ce délai a été fixé par le code électoral, pas par la Constitution. Ça fait un. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que cette question de légitimité, la légitimité de quoi? La légitimité se base sur ou le droit, ou les us et coutumes, ou la tradition, ou ce qu'on avait l'habitude de faire. Dans le cas d'espèce, cette légitimité de parrainage est conférée par la Constitution elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette légitimité, Donc, et c'est un article nouveau, mais c'est limpide comme l'eau de roche. Écoutez, aucun problème urgent ne pourrait nous emmener à toucher à la Constitution. Je vous explique. Vous savez, la légitimité, c'est qui a le droit de faire. Le président a même parlé d'une légitimité politique. Cette légitimité politique-là se base sur ce que la loi dit par rapport à jusqu'à quand le mandat que le peuple vous a conféré court. Oui. Vous voyez, l'article 157.1 de cette même constitution l'a dit clairement que le mandat des députés actuels et des conseillers communaux actuels prend fin le jour de l'installation de ceux qui sont nouvellement élus à 0 heure. C'est clair, c'est bien écrit. Et l'installation a été prévue par la même constitution pour dire que on installe les députés le deuxième dimanche du mois de février, donc 8 février 2026, on installe les conseils communaux du premier dimanche au troisième dimanche du 1er au 15 février. Donc pour vous, il n'y a même pas, il y a pas de... Il n'y a pas une question de légitimité politique, c'est que jusqu'à ce qu'on installe les nouveaux élus, ceux qui sont là ont encore la légitimité de tout faire. Lorsque un président de la République perd les élections, jusqu'au jour de... Regardez le délai qui court entre le jour de la proclamation par la Cour constitutionnelle. Je ne parle même pas encore du jour du soir des élections. Je ne parle pas de la Sénat de la Cour constitutionnelle où c'est acté, c'est fini, jusqu'au jour où le nouveau président prête serment. L'ancien président a encore toute la légitimité pour gérer les affaires parce que c'est ce que notre constitution a dit. Donc pour vous, il faut désormais taire tout ce qu'il y a comme prétexte, polémique et tout, et donc aller toucher à d'autres sujets plutôt plus intéressant, plus urgent, plus sérieux pour le développement du pays. Je vous prends sur le second sujet où vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question. Le problème ici, ce n'est pas la question d'interprétation ou telle. Moi, je suis dans une logique purement politique parce que le Parlement est politique. Oui. Et c'est des choix politiques qui vont se faire. Les députés actuels qui sont là, les maires actuels qui sont là, puisque c'est les députés actuels qui vont voter, qui vont corriger. Les députés actuels font un choix. C'est-à-dire, s'ils disent, avec la lecture que moi j'ai eu à faire de la Constitution et du Code électoral, s'ils disent que c'est eux qui vont parrainer, les députés actuels, et que c'est les maires actuels qui vont parrainer parce que les députés actuels ne peuvent pas avoir le droit de parrainer et empêcher les maires actuels de ne pas parrainer. C'est deux poids de mesure, Oui. en fait. Non, pas forcément. Non, il n'y a non. pas une question d'égalité. Non, Il y a pas. les Mais l'égalité ne se situe pas entre ces deux corps-là. La rupture d'égalité, c'est à l'intérieur du corps des conseils des maires. La légitimité, c'est ça le débat. Oui. C'est ça le vrai débat. Allez-y. On peut dire que c'est au niveau des députés que ça se fait. Au niveau des maires, ça se fait. Non. La Moi, je Cour vois pas constitutionnelle ça. a été claire. Moi, je ne vois Il pas ça. s'agit d'une rupture d'égalité entre les maires, pas une rupture d'égalité Ce qui est sûr, entre les députés et les maires. Nullement. La Cour va revenir et voir l'aspect dont je parle. Ah ben attendons que la Cour revienne d'abord avant d'opiner. Ce qui est sûr, les députés ont le choix de dire c'est les maires actuels. Restons dans votre logique. Ou c'est les maires nouvellement élus. Oui. Et quand vous mettez les maires actuels, vous ne pouvez pas aller attendre les députés, etc. Moi, je crois que dans la logique, ça serait les maires actuels et les députés actuels.
Moi, je l'ai choisi dans le camp de mon parti pour dire que cela entre dans une cohérence même de la réforme politique. Vous ne pouvez pas faire d'une élection générale l'élection majeure du début d'un cycle de gestion d'un pays. L'élection majeure, pour moi, l'élection majeure de début des cycles de gestion d'un pays, c'est l'élection présidentielle. Que vous soyez dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel, ce qui démarre le mandat, c'est l'élection présidentielle. Moi, déjà dans mon analyse depuis, je disais que l'ordre constitutionnel du déroulement des élections a été mal conçu. Il faut revenir là-dessus. Ils doivent revenir là-dessus. Si nous ne voulons pas le chantage politique, c'est-à-dire que les partis politiques auraient déjà des députés avant qu'on ne parraine le candidat. Voyez le chantage qui va se mettre en place avec des groupuscules qui vont se mettre en place pour remettre en cause en réalité. En fait, c'est le fond même du débat. C'est le fond du débat. Que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance aujourd'hui, ils ont tous intérêt à ce que l'élection présidentielle se déroule avant les élections générales. Donc, la Constitution, pour vous, c'est pas une question taboue. C'est une question de logique et même allant dans la réforme. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir l'indiscipline et le chantage politique au sein des partis. Vous enlevez la force aux partis et vous donnez la force aux députés. Aujourd'hui, la discipline est importante parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la maturation de notre réforme politique. Donc, moi je dis, c'est bien. Donc, moi je cantonne sur ma position en soutenant la proposition de loi. Parce que nous, et moi, j'ai fait le choix depuis, que ce soit les maires actuels et les députés actuels. Alors, vous, quelle proposition on va écouter? Maintenant, si les autres qui veulent faire le choix, ils disent que non, c'est les maires actuels, c'est les maires qui seront élus, c'est les députés actuels. Ils n'ont qu'à faire leur choix. Après, on avisera aussi. Et dire ce qui va se passer pour qu'il y ait le débat au sein du Parlement. C'est ce que nous demandons à l'opposition. Dites-nous aujourd'hui quelle est la position de l'opposition. Bon, alors, docteur... parce que... On va l'écouter sur ce que vous avez dit avant que vous En fait, je respecte la position du président, juste que j'y lis une sorte de contradiction lorsque il parle de... Puisque le chantage ne pourrait survenir peut-être que lorsque... les partis politiques, comme vous le dites, vous avez parlé d'une certaine maturation qu'on n'a pas encore atteint. Je parle du principe que ce problème peut être réglé à l'intérieur des partis politiques. Mais revenons sur le schéma suivant. À Renaissance nationale, nous ne sommes pas en train de militer pour un droit de parrainage pour les députés actuels, avec les maires actuels, ou les députés à venir, ou les maires à venir. Notre posture n'est pas là. Notre posture discute. Nous avons deux propositions. C'est-à-dire que on peut jouer sur le délai. Si le peuple veut que cette légitimité de parrainage-là aille aux maires de 2020 et aux députés de 2023, il suffira simplement de rallonger légèrement ce délai-là et le problème est réglé. D'à peine 5 jours. Si, et ça, le jeu se jouera au niveau des articles 40 et 135 du Code électoral. Si le peuple décide que la légitimité du parrainage revienne aux élus de 2026, il suffira de raccourcir ce délai-là pour le mettre juste après la fin des installations des conseils communaux, c'est-à-dire au lendemain du 15 février 2026. Et je veux bien que quelqu'un me démontre que cela n'est pas possible, et avec un argument solide. Cependant, vous savez, j'ai entendu un truc qui veut ressembler à ce que le président dit, qui parle de ne pas permettre au président de la République, c'est plutôt sur quel plateau, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. La question que je me suis posée, c'est de savoir si nous sommes réellement en train de rechercher un certain contre-pouvoir. Il ne revient pas à la loi de garantir au président de la République qui a été élu une majorité à l'Assemblée nationale. Non. C'est un jeu de deux poids, deux mesures si on doit aller sur ce chemin-là. Il lui faudra, lui, en tant que politique et à ses soutiens, s'arranger pour pouvoir gagner des élections et avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il ne revient pas à la loi de lui ouvrir le chemin pour cela. Parce que si c'est le cas, on ne sortira pas de l'ornière de c'est pas l'Assemblée s'aligne sur. Et nous voyons un président de la République qui prend du retrait par rapport à ça et veut mettre chacun devant ses responsabilités. Il ne nous revient donc pas d'aider à
Donc pour vous, il ne s'agit pas d'utiliser ce prétexte-là pour Non. C'est ça, bien sûr. Il faut se cantonner à ce qu'on nous a demandé de faire et essayer de le faire. On reviendra sur les imperfections et les corrections de la Constitution plus tard. Après, on va passer au deuxième sujet. Le Niger, le Bénin, la CEDEAO en général prend une décision de bonne foi. Patrice Talon l'a dit. Il dit que oui, la décision de fermeture des frontières a été prise de bonne foi. Parlant de la situation de fermeture des frontières avec le Niger. Oui, je reviens d'abord sur la question. Ce n'est pas le fait de faire les élections présidentielles, élections majeures, au début d'un mandat qui commence, ne veut pas dire qu'on veut donner par la loi une majorité au président. C'est pas du tout. Le chef de l'État ira, ses soutiens iront aux élections et on verra si le peuple leur accorde la majorité. Le cas d'espèce, c'est en France. Macron avait eu pour l'autre mandat une majorité écrasante absolue. Mais avec la même loi, il a eu aujourd'hui une majorité relative. Donc c'est tout à fait clair. Et même chez nous, entre-temps, le chef de l'État a eu une majorité écrasante jusqu'à ce qu'on parle d'un parlement monocolore. Mais aujourd'hui, il a une majorité. Et même avant lui, il y a eu d'autres chefs d'État également qui avaient eu... Mais aujourd'hui, il a une majorité. On parlait de ping-pong. Il n'y a pas une majorité qui ne lui permet pas de modifier en lui. Si vous voulez, on va revenir après sur le fond de ce débat, parce qu'il y en a qui pensent également que si on fait les élections législatives avant la présidentielle, les incompris, ceux qui seront frustrés pour leur positionnement, pourraient travailler contre. Si vous voulez, on organise un plateau spécial pour parler du fond du débat. Je dis simplement que aujourd'hui, le président Talon et ses soutiens nous-mêmes, on n'a pas la majorité pour pouvoir réviser la Constitution, ni toucher aux lois organiques. Et ça, c'est le choix du peuple, si on était prêt. C'est le choix du peuple. Donc, ce n'est pas la raison de majorité. C'est une question de cohérence et surtout en ce qui concerne la réforme politique. Très bien. Donc, nous, on fait un choix. Vous relancez le débat sur la Constitution. Ce que moi je dis. Moi, j'en ai fini. Ce que nous avons dit et qui est important pour clôturer ça, il ne faut pas qu'on rabaisse notre pays en ce qui concerne le troisième mandat. Moi, je crois aujourd'hui, quand les autres pays ont des problèmes de rupture démocratique, nous devons nous affirmer, opposition et partout, que nous sommes un pays en bonne marche. Sur le plan démocratique, vendre ça pour avoir les investisseurs, vendre ça pour être plus positif à l'extérieur. Parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, vendait quand nous étions en révolution. Ce que Foy faisait, la stabilité. Nous avons cette stabilité aujourd'hui à travers l'alternance. Il faut vendre ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est une marque qu'il faut vendre. C'est pourquoi je condamne avec la dernière rigueur ceux qui, en fait, que ce soit anciens présidents de la Cour constitutionnelle ou bien autorités, qui sont en train de vilipender notre système en se basant sur des intérêts purement égoïstes. Moi, je veux aujourd'hui parler du Bénin, parce que mon pays n'a jamais connu cette rupture et nous sommes en avance aujourd'hui sur le Sénégal, en avance sur le Burkina, en avance sur tel, et je peux rassurer les investisseurs pour dire, venez chez moi parce que nous sommes un pays cohérent. Rapidement, un mot rapidement sur le troisième mandat, puisqu'il a abordé. Si vous voulez, on finit en même temps tout ce qui est autour de la Constitution, troisième mandat, et même 2026 rapidement avant d'aborder les... Non, mais c'est moi, je n'ai plus rien à dire par rapport à ce sujet-là. Ce serait de la redondance. Il n'a jamais été question de troisième mandat, c'est une politique vaine. Et comme l'a dit le président, c'est nous rabaisser en fait que de faire de ce genre de débat-là. Qu'est-ce qui nous y a amené? Qu'est-ce qui nous a amené à part le fait qu'on se dit non, on ne fait pas confiance, il est suspicieux et tout ça. Bon, si ce n'est que ça. Le doute est autorisé aussi. Le doute est autorisé, mais n'en faisons pas un principe de vie, sinon que vous risquez de ne pas vivre. Mais non, le président a même été clair. Vous risquez de ne pas vivre. Ceux qui sont en train de douter, il dit aujourd'hui le peuple a fait un choix de manière à ce que sans eux, on ne peut pas toucher à la Constitution. Ça veut dire que s'ils doutent, ils doutent d'eux-mêmes. C'est ça, donc c'est pas un débat, il n'y a même pas de débat là. Il n'y a même pas de débat. Et ce qui nous touche, il faut dire la vérité aux Béninois. Ce qui est grave, c'est qu'un ancien chef d'État soit promoteur de la dégradation de l'image du pays. Un ancien chef d'État, ils ne peuvent pas, ils devaient
promouvoir ce pays à travers ce que lui-même il a fait, Oui. pour dire que nous avons dépassé cet état. Le Bénin maintenant, c'est le progrès. Est-ce que Patrice Talon a tué le débat quand il a dit, par exemple, le docteur Akintola, Oui. quand il a dit, par exemple, que 2026, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières, est-ce qu'il a vraiment tué le débat définitivement autour de révision de la Constitution, troisième mandat et puis succession? Oui, puisque il évoque ainsi la succession. Il évoque ainsi la succession. Donc pour moi, dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un après moi, c'est dire qu'il y a quelqu'un après lui. Si les gens ne l'entendent pas de façon directe, je pars du principe qu'ils vont au moins le décrypter à travers comment on appelle, des propos indirects pour dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour assurer mes arrières. Le plus important est que le peuple béninois choisisse quelqu'un, si tel est que moi et mon gouvernement, nous avons fait des choses qui méritent d'être punis, et bien que ce soit quelqu'un qui prendra cette responsabilité, parce que c'est pour ça qu'il a travaillé. C'est pour enrayer l'impunité qu'il a travaillé. Donc pour ma part, il n'y a même pas de débat en fait. Pour qu'on dise qu'on a tué un débat, je continue de le répéter, il n'y a pas de débat. Oui, Non, monsieur 2026, c'est est-ce clair. que pour vous donc c'est clair? Je vous avais dit qu'il y a deux forces, deux catégories de forces. Ceux qui sont dans l'hyper-personnalisation vont demander au chef de l'État, mais qui vous voulez? Le chef d'État, ceux-là n'ont pas compris que nous sommes dans une réforme partisane où c'est les partis qui vont prendre le devant de ces choix. Le chef d'État, en tant que citoyen, va faire son choix aussi et soutenir un candidat, certainement de son bord. Oui. Donc c'est clair. Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore dans la logique de la dépersonnalisation vont continuer. C'est ce que j'ai dit au docteur. C'est-à-dire que ceux-là vont continuer parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de conscience nécessaire pour la compréhension des réformes. Et notre mission à nous, c'est de les contrecarrer sur le terrain, d'expliquer pour qu'ils n'arrivent pas à conduire le peuple dans ce déni. Sorti, répéter le chef de l'État aussi pour qu'il donne sa position, Voilà. clairement, comme vous l'avez dit au début. On a évacué comme ça 2-3 sujets. Maintenant, on en vient à la situation, dans la CEDEAO, je vous l'ai dit, la situation de la CEDEAO, Niger, Bénin, Lomé, Patrice Talon dit qu'il ne sait pas si Faure Gnassingbé a trahi, s'il a ouvert sa frontière et tout et tout. Et il a fait la question. Est-ce que finalement, il a essayé de mettre un peu l'ambiance pour dire, bon, ce que vous voyez, je vois, mais je ne veux pas voir. Bon, au-delà de ça, vous savez, il faut adopter des postures responsables parce que lorsque vous avancez quelque chose, il faut être à votre charge de pouvoir prouver cela. Et avant de parler, lorsque vous atteignez un degré de responsabilité, il faut faire attention à ce que vous dites. Il faut faire attention à ce que vous dites. Donc Patrice Talon a fait attention à ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu écorcher. Je ne sais pas si on sait tous non plus. Que le port de Lomé est le port du Niger et tout. Ah bon, moi voilà. je ne le savais pas non plus. Je ne le savais pas non plus. On a vu un président de la République qui a clairement dit non, je n'ai pas entendu. Alors quelque chose se disait à quelques centimètres de lui. Non, c'est pour ça de lui répéter. Il dit non, je n'ai pas entendu. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme d'État, il faut savoir pas prendre les gants, mais il faut prendre en considération les impacts directs ou indirects de tout ce que vous dites et des positions que vous prenez. Pour dire une chose, en avançant sur ce terrain, le président Patrice Talon a assumé sa posture de départ au sein de la CEDEAO pour dire nous sommes ensemble. Nous avons pris une décision. Il est de bon temps que cette décision-là, par respect de la parole donnée, il est de bon temps que cette décision soit respectée. Mais nous avons aussi vu un Patrice Talon qui est humain. Ouais, il tempère maintenant. En effet, qui dit nous avons pris cette décision. Il dit il y a un temps pour sanctionner. Il l'avait déjà dit lors de son discours sur l'état de la nation. Il a redit. Et en disant, il y a un temps pour... Et c'est vrai, il y a un temps pour prendre acte. Et puis il y a un temps... Aujourd'hui, il y a des autorités de fait avec lesquelles tous les autres gouvernements sont obligés de composer. Ça veut dire que le rapport de force a été en faveur de ces régimes-là dans les États du Sahel. C'est une bonne chose pour eux. La CEDEAO, les autres pays qui étaient dans leur posture, dans l'espoir que les choses n'aillent pas dans ce sens-là, reconnaissent cette perte de terrain-là et se repositionnent. Ça ne serait pas la première fois que ça se fait. Et aujourd'hui, on voit quand même un Bénin représenté par Patrice Talon qui ouvre la voie, qui dit, lorsque ces États-là ont quitté la CEDEAO, je suis allé même jusqu'à appeler le chef d'État. Voilà, pour dire que le peuple et les acteurs politiques doivent comprendre que beaucoup de choses se passent et ne sont pas étalées sur la place publique. Et nous devons savoir raison garder lorsque
nous le faisons. Pour ce qui est de la posture actuelle du chef de l'État et donc du peuple béninois, puisque c'est lui qui est garant de cette autorité-là, c'est que ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Mais je continue de lancer un appel à leur endroit. Il dit, je cite ces mots, il ne s'agit plus aujourd'hui de trouver qui a tort et qui a raison. Ce qui importe désormais, c'est que nous, je voudrais pardon, que ces chefs d'État m'entendent, le président du Mali, du Burkina, m'entendent, qu'on fasse la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples. On le voyant aujourd'hui. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Nous préférons aujourd'hui au Bénin mettre en avant les intérêts de ces peuples-là et demander aux dirigeants de regarder les intérêts de ces peuples-là. Parce que les hostilités entre griffes, permettez-moi d'utiliser ce mot-là, entre ces pays-là, les premiers qui en souffrent, ce sont les peuples. Et c'est le bas peuple. Ce ne sont pas les plus nantis, ce ne sont parce qu'ils ont beaucoup de cordes à leurs actes. Ce sont les peuples, ce sont les gens qui ont de petites activités qui dépendent de cette bonne cohabitation, de cette fluidité de transactions humaines entre les pays. Il est allé loin, si vous permettez, Dr. Kintola, il est allé loin en demandant s'il faut soustraire cette prérogative conférée par les tests communautaires au chef d'État. Au chef d'État, ne vous occupez plus de... Bien sûr, pour dire ce qui suit, le Bénin est disposé à rééchanger avec ces pays-là, à renouer avec la collaboration. Si tel est qu'il faut laisser de côté tout ce qui est démocratie, gênant, là, on est prêt à mettre de côté et à penser au peuple. Monsieur Agosta, oui, vous êtes là, Patrice Talon, faut-il soustraire cette prérogative conférée par le test communautaire? L'idéal communautaire est là, la libre circulation des personnes et des biens, préserver l'unité des peuples. Il est allé loin. Il dit la souveraineté exclusive des pays. Est-ce qu'il faut faire en sorte que désormais la garantie de la démocratie et des libertés, même si c'est remis en cause et tout, que les chefs d'État, les organes ne s'intéressent plus à cela? Moi, j'ai suivi le chef d'État avec intérêt, et surtout sur cette question, parce que j'avais ma position. Je l'avais dit sur plusieurs plateaux. Laquelle est votre position? Qu'il fallait exclure les États qui ont fait le coup d'État. Moi, c'était une position tranchée. C'est même la CEDEAO qui devait prendre cette position. Il faut que les Africains se réveillent. Les excluons, c'est les peuples qui souffrent. Ce n'est pas les peuples, aucun peuple. Tout le monde parle au nom du peuple. On fait un coup d'État au nom du peuple. On fait tout au nom du peuple. Laissez les peuples tranquilles. On a fermé les frontières entre le Nigeria et le Bénin. Durant 5 ans, les peuples se sont entendus. Le peuple nigérien et le peuple béninois se sont entendus vivre. Ce que je veux vous dire, soyons sérieux un temps. Il n'y a pas d'organisation sans respect des critères de convergence. Vous pouvez tout dire. Il n'y a pas d'organisation sérieuse où il n'y a pas de critères de convergence et qui est fait respect de critères de convergence. Aujourd'hui, on ne peut pas mélanger ceux qui remettent en cause les critères de convergence de l'organisation et ceux qui respectent. La preuve, quel serait le comportement de ceux qui soutiennent les coups d'État et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? C'est clair. Nous serons dans un méli-mélo total. Il faut que la CEDEAO ait une ligne claire. J'ai lu la déclaration de votre présidente. C'est de l'irresponsabilité. Permettez-moi de dire. Ça, c'est l'Afrique d'antan. Le monde a dépassé ce niveau. Il faut que nous soyons clairs et qu'on s'assume. Moi, je suis pour ça. Et si vous voyez le chef de l'État, et quand on a parlé du Togo, tout ça, le chef de l'État était obligé de revenir et de voir est-ce que le Bénin va violer les critères de convergence ou bien le Bénin va dire je ne suis pas informé. Le problème qui se pose ici avec le Togo n'a pas une frontière directe avec le Niger. Le Togo passe par nous. Le Togo doit passer par nous. Donc, si le Togo passe un peu par nous, et le chef d'État l'a dit, et d'autres, on a dit, s'il passe par le nord du Togo et on se tait, c'est parce qu'on laisse les choses se passer. Donc, ce n'est pas grave ce qui se passe entre le Togo et le Niger. Il faut rétablir cette libre circulation. Ce que moi je retiens du chef de l'État, la question de souveraineté, il faut modifier les tests avant que nous ne soyons dans une même logique avec ces États qui ont connu des coups d'État. Parce que si vous ne remettez pas ce côté de souveraineté aux États,
comment vous voulez les intégrer dans la communauté. Aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça, avec les tests d'aujourd'hui qui sont là, et intégrer le Burkina, le Mali, le Niger. C'est pas possible. Soyons cohérents. Sinon, ça va se multiplier. Ce qui s'est passé à Dakar, ça va se multiplier ailleurs. D'autant plus que... Pour vous, c'est qu'il faut sanctionner. Il faut avoir une ligne. Que les tests aujourd'hui et revenir maintenant sur des réformes importantes. La CEDEAO des peuples. Oui. Il faut revenir là-dessus, je l'ai dit. Les députés de la CEDEAO doivent être élus au suffrage direct dans les pays. Il ne s'agit pas de les choisir. Il ne s'agit pas de choisir un tantampillon qui a été élu chez lui pour d'autres raisons et qu'il aille là-bas en tant que député. La preuve, on va écouter Dr. Akitola. Vous savez ce qui se passe chez nous? Non. Les députés qui ont fini leur mandat, qui ont échoué et qui sont à la CEDEAO, continuent leur mandat à la CEDEAO. En attendant que d'autres soient en attendant que leur mandat à la CEDEAO ne soit achevé et qu'on aille choisir maintenant un autre député qui aille les remplacer. Donc, tant que le mandat n'est pas fini là-bas, ils sont toujours là. Ils sont donc il faut ramener les choses. Il faut se camper sur des positions. Vous avez parlé d'options, j'ai parlé de choix. C'est une option à faire. Moi, je dis que le chef d'État s'est retrouvé en difficulté et a même demandé aux journalistes Quelle pourrait être l'option de l'opposer. On va écouter Dr. Akitola, oui. Merci beaucoup. J'ai entendu deux choses des propos du président et Agossa. Je ne sais pas si la question de l'irresponsabilité du message de la présidente de RN, Claudine Affaire-Prudencio, il la lui impute ou s'il l'impute au président de la République, le chef d'État Patrice Talon, puisque ce message n'a été qu'un relais de l'appel du président de la République lors de sa sortie hier à l'endroit des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour dire « je les invite respectueusement à écouter ». Ben, si tel est le cas, ce n'est qu'une extension de ce que le président de la République a dit, et dans ce cas alors, que les responsabilités soient situées. Mais je reviens pour dire que cette posture rigide que je lis dans le discours du président est dangereuse. Bien sûr, du président Agossa, c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où on ne peut pas construire des relations humaines sur cette rigidité-là. Mais ça risque de se briser. Dire qu'on a fermé la frontière du Niger et que les peuples béninois et nigériens se sont quand même entendus, c'est fermer les yeux sur la difficulté qu'il y a eu dans cette entente-là pour eux. Ça n'a jamais été plaisant. Si tel est le cas, on dirait simplement que fermer les frontières, ouvrir les frontières, ça ne pose absolument aucun problème. On peut continuer de cette manière-là. C'est pour cette raison-là qu'il y a ce que nous appelons la diplomatie. Pour dire que le Bénin a déjà fait ce que vous avez dit. Oui. Le Bénin s'est campé sur sa position et est resté droit dans ses bottes pour dire « Nous avons décidé quelque chose ensemble, nous avons donné notre parole, nous respectons cette parole-là. » C'est le même peuple béninois qui a dit « Non, pourquoi est-ce que le Togo n'a pas fait? Pourquoi est-ce que s'il n'a pas fait? Et vous faites, c'est que vous ne pensez pas au bien-être de votre pays alors que nous vous avons élu pour cela. » Cela n'a pas fait faiblir la posture de l'exécutif, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un déséquilibre de pouvoir. Vous semblez ignorer cela pour dire que ces pays du Sahel ne sont pas à multiplier par 0 dans la zone. Ah oui. Et lorsque votre, comment on appelle, adversaire commence à prendre du poids, il faut reconsidérer votre position parce que vous n'avez pas force. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Les rapports de force ne sont plus exactement les mêmes. Et il faut faire il faut prendre en considération la réalité du terrain pour nuancer parfois nos positions parce qu'au-delà de tout, nous sommes politiques. Oui. Nous sommes politiques. Je suis totalement clair et je maintiens ma position. L'irresponsabilité des Africains, moi je ne suis pas dedans. D'accord. C'est quoi? Un pays qui ne respecte pas les critères de convergence, je ne sais pas comment vous pouvez l'amener dans un groupe où ces critères sont maintenus. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est les Africains qui, par exemple, africanisent la démocratie, etc. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Soit on opte pour soit on opte pour quelque chose de rigoureux, ou on fait... Sinon, c'est quoi? C'est comme on le dit. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut reconsidérer ces positions reconsidérer ces positions, c'est revenir sur nos tests. C'est ce que moi je dis. Et c'est ce que le chef d'État a dit.
il a dit, revenons sur les tests. Voyons si ce côté de souveraineté, on va le laisser aux États. Or, c'est impossible, parce que le choix d'un État a un impact sur les activités économiques, etc. Okay. Or, nous sommes liés du point de vue monétaire. Vous me dites qu'ils sont puissants. Moi, je vais les voir dans très peu de temps. En ce qui concerne la gestion de leur monnaie. Ils n'ont qu'à choisir la monnaie. Pourquoi on a peur? Ils n'ont qu'à choisir leur monnaie. Je veux voir comment ils veulent régler la question de leur déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, ils veulent régler ça comment? Parce qu'il ne faut pas qu'ils nous fassent du chantage. Moi, je dis aujourd'hui que ces pays ont suffisamment créé le désordre dans le groupe. Si nous nous occupons du Nigeria, un grand marché, les deux piliers, le Ghana et le Nigeria, nous mettons notre monnaie en place. Nous avons voté au Parlement récemment la monnaie, l'éco. Mais voilà des pays qui ne veulent pas respecter les convergences monétaires et qui font d'autres choix et que vous voulez ramener. Et le jour où similaire se passe au Nigeria, qu'est-ce qu'on fait? Ou au Ghana, on ferme toujours les portes. Et que vous ne le faites pas et vous votez. Vous allez vous retrouver dans une situation contradictoire dans très peu de temps. Quand j'ai parlé du Nigeria tout à l'heure, je voulais voir que les gens se condamnent. Le Nigeria, unilatéralement, a fermé les frontières face au Bénin. Tout à fait. Mais ceux-là qui sont en train de dire, le Niger, on n'a pas les frères et des sœurs nigérians. Comme il y a également des Nigériens au Bénin. Des Nigériens qui sont où? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient contents, heureux, parce qu'ils disaient que cela allait faire du mal à Talon. Oui. C'est ça ce qu'il faut reprocher. Or, le Nigeria avait violé les clauses de la CEDEAO. Et n'a pas été condamné ni par CEDEAO, ni par les agitateurs, soi-disant panafricanistes, qui sont ici. Aujourd'hui, c'est une décision. Raison de plus pour qu'on revoie encore les tests de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est une décision de la CEDEAO. Oui. Et le chef d'État dit. Pourquoi est-ce que la CEDEAO fait alors du cas par cas? Si la CEDEAO n'a pas condamné ce qui s'est passé au Nigeria et maintenant décide de condamner, c'est ça amène à réviser les tests, non? Et à revoir les choses au niveau de la CEDEAO. Pourquoi on ne fasse pas de mesures? Le chef d'État a été clair. Il faut que nous mettons l'accent sur la CEDEAO des peuples. Voilà. Et la CEDEAO des peuples demande que nous ayons les tests. J'ai encore deux sujets rapidement que vous allez aborder. Deux petits sujets que vous allez aborder. C'est pas petit, c'est celui qui est abordé par le chef de l'État. Retraite d'office des agents des eaux, forêts, de l'armée et tout, et puis de la police. Et puis les ministres conseillers. Rapidement, j'ai envie de vous entendre sur ces deux sujets-là en même temps. Oui, très rapidement. Bon, je crois que concernant... Les ministres conseillers. Oui, les ministres conseillers, c'est une mesure politique. Le président de la République... Pour vous, c'est fondé, c'est bon, ça s'explique. Bien sûr. Pourquoi ne pas faire le remaniement et ajouter et faire autant de ministres? Non, vous savez, il y a eu 30 quelques ministres dans ce pays. Bon, voilà, oui, parce que Patrice Talon n'a pas voulu faire la même chose que Yahi Boni. Au-delà de ça, n'a pas voulu. Il l'a dit, il a expliqué, il dit, il faudrait avoir quelqu'un qui est à côté ou juste derrière celui qui a la tête dans le guidon. Pour dire que il y a le purement technique. Il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup trop de technique. Mais au même moment, il n'est pas venu là que par la technicité, il est venu là par le politique. Et ça s'est toujours passé comme ça. Du coup, il y a possibilité de faire une certaine fusion ou alors de trouver une formule. Il a trouvé la formule et c'est une formule qui n'est pas contre des règles de la République. Et pour vous, donc, ça passe. Oui, second sujet rapidement, retraite d'office, là également. Oui, c'est un sujet quand même touchant parce que il y a la vérité de chacun, il y a la vérité de l'exécutif et il y a ce que le peuple constate et opine. Pour dire qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas un seul de ces agents-là qui ne va pas se plaindre du fait que la mesure n'a pas été douce, même si la loi existe, que la mesure n'a pas été douce. D'aucuns vous diront, mais jusqu'à la veille de mon départ d'office à la retraite, je ne savais rien du tout, je n'ai même pas eu de fuite. Et puis on m'a juste tendu une lettre. Il y a quelqu'un des eaux forêts qui dit qu'on l'envoie à la retraite alors qu'il n'a que 49 ans. Hein.
Voilà, d'autres qui ont encore 10 ans, 13 ans de service, ça se comprend, ça se comprend. Le président et le ministre, bien avant le président, a expliqué dans tous les sens les mesures d'accompagnement pour cela. Une chose que je tiens à dire par rapport à ça, c'est que cela nous rappelle encore à la citoyenneté active. Qui que nous soyons au sein de la République, nous devons savoir quels sont les textes qui nous régissent. Tout à fait. Nous devons le savoir. Savoir les lire, les comprendre, les interpréter. Et c'est surtout ça qui permet d'aller contre ou de dire à son élu, eh bien, telle loi ne nous avantage pas. Il faut l'accorder. Donc, il y a déjà cette... Si et seulement si l'élu est à votre écoute. Voilà aussi un autre pan de la gestion de nos mandats électifs en République du Bénin, en démocratie, pour aller au-delà et dire que c'est touchant. On ne peut pas ne pas être... comment on appelle, concernés par cette affaire-là, mais je rappelle simplement à ces hommes en uniforme-là qu'ils ont choisi le chemin du sacrifice pour le peuple. Quelle que soit la raison évoquée, que la raison publique évoquée soit vraie ou pas, une chose que je tiens à leur dire, je les encourage une fois encore à faire ce sacrifice ultime-là pour le peuple, en acceptant que leurs intérêts soient selon eux, mis de côté pour l'intérêt général. Monsieur Rossa, rapidement, sur ces deux sujets-là, oui, la question des ministres conseillers. Les ministres conseillers, c'est dans la logique de la réforme partisane. Et les ministres qui étaient techniques et qui n'ont rien à voir avec les partis détruisent la réforme partisane. Vous ne pouvez pas concevoir une politique et que c'est d'autres qui exécutent ça et qui n'ont pas même de contrat à vous rendre dans le parti. C'est grave. Donc, vous ne pouvez pas savoir la difficulté des partis actuels soutenant le chef de l'État. Si vous avez des visions, vous ne pouvez pas aller discuter avec le ministre qui est votre militant et que cela ait impact sur la gestion du pays. C'était un dysfonctionnement grave. Donc, le chef de l'État a constaté, parce qu'il a dit, il faut remédier à ça, il faut trouver des solutions. Et là, il est en train, en principe, tout le gouvernement est issu d'une vision politique. Même si tu es technique, tu dois être désigné par le parti politique. Et tu dois alors rester dans la logique idéologique du parti politique qui t'a désigné. Puisque dans un parti, il n'y a pas que des politiques. Il y a des cadres, il y a des commissions qui fonctionnent. Donc, en fait, les cadres existent dans les partis politiques. Donc, aujourd'hui, je crois que nous devons aller doucement, et le chef d'État l'a constaté, il a mis ça en place. Bon, vaut mieux tard que jamais. Donc, moi, je crois que ça devait être engagé avec la réforme politique. Bon, maintenant, on a donné l'opportunité aux partis d'avoir des répondants au niveau de l'exécutif et de pouvoir faire chose. Je donne un exemple. Moi, et au sein du parti, moi j'ai toujours défendu le Nigeria. Pour dire nous ne pouvons pas avoir le Nigeria à côté et avoir un problème social. Je défends toujours les rails. Je dis il n'y a pas de développement sans une révolution des rails. Donc, mais je ne peux pas en discuter si c'était adopté au sein du parti, avec le ministre du Transport, avec les autres, parce que ils sont totalement déconnectés de la vision du parti. Aujourd'hui, je pense que c'est bien et que ça soit bien fait. L'autre chose sur les retraites... 30 secondes, moi, je crois que je suis d'accord, ça a été fait, et les indemnités et autres qui accompagnent, c'est bien, mais si nous allons faire une réforme de façon régulière à mettre les trucs dans les normes, il faut le faire sur toutes les couches de la fonction publique, de manière à ce qu'on ne dise pas que c'est seulement nous qui sommes ciblés. Et je crois que si la loi n'est pas bonne, les députés aujourd'hui, puisqu'il y en a de l'opposition et autres, alors doivent pouvoir revoir cette loi. Je vous mets en situation pour terminer, 1 minute chacun. Vous étiez dans la salle hier, à supposer, vous étiez dans la salle hier où il y a eu la conférence de presse. Quelle aurait été votre question à l'endroit du chef de l'État? En ce qui me concerne, je crois que l'essentiel de ce qui me tenait à cœur et tenait à cœur au parti politique a été débattu, parce que c'est ça qui a justifié notre présence. Donc, la Constitution... Oui, l'essentiel a été débattu. Une
question peut-être, mais ce n'est pas une question en soi parce que ou une contribution. Voilà, le président de la République. Parce que tout dernièrement, nous avons quand même lu dans la presse que le président de la République a quand même gracié un certain nombre, quelques centaines de prisonniers. Y compris ceux qui étaient condamnés à mort, hein, des gens condamnés à Bien mort. sûr, vous voyez, alors qu'il y avait quelque temps, et il instruisait le ministre de la Justice à précipiter ou à mettre un peu de vitesse dans la procédure des étudiants et autres qui avaient été pris dans les mailles après les échauffourées post-électorales et pré-électorales. Donc j'aurais bien voulu, puisque le ministre était aussi dans la salle, peut-être que le président me ferait la fine fleur de redemander au ministre, monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est, pour dire nos étudiants, les enfants du président, puisqu'il en a parlé ainsi, il a dit qu'il était peiné de les voir dans cette posture-là. Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est ce que j'aurais dit. Oui, c'est dans ça, quand Patrice t'a demandé quelle aurait été votre question sur la réforme partisane. J'aimerais encore plus l'écouter sur la réforme. Pour savoir si ça a réussi ou pas, c'est ça? Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'il retient de la réforme partisane. Pour vous, ça a échoué, c'est ça? Ou bien ça a marché? Non, ça n'a pas échoué, ça évolue. Mais il y a des aspects que le chef de l'État doit pouvoir encore peaufiner parce qu'il a 2 ans. Il faut que ça soit bien fait et qu'il comprenne les enjeux. Parce qu'il n'y a pas pire situation que de se retrouver en dehors du pouvoir et de voir tout ce qu'on a programmé se détruire. Se désintégrer. Ouais. Et ça vient surtout de la réforme, surtout partisane. Et je conclus pour dire que, évidemment, moi, cette question m'a intéressé. Mais je ne sais pas si la condamnation à mort continue encore dans d'autres pays. Non, c'est bon, ça a été aboli désormais avec la Constitution, c'est bon. Mais ils étaient sous gardés dans les liens. Bien avant la Constitution même, je crois. Bien avant, le Parlement a déjà... Oui, mais ce que je veux dire est que la procédure de grâce, c'est une demande de ceux qui veulent. Il y a une procédure. Et après avoir été condamnés, ils ne sont même pas encore condamnés. Oui, c'est une procédure. C'est une procédure. Donc, moi, j'aimerais que les concernés et leurs conseils juridiques n'ont qu'à se mettre dans la logique du chef d'État et accélérer les choses pour que ça aille vite. Merci à vous, Irénée Josias Agossa, acteur politique. Merci d'être passé sur le plateau News politique de IFA Télévision. Docteur Mohamed Awali Akintola, merci également à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'était donc décryptage des propos du chef de l'État, 90 minutes donc qu'il a passé hier face à des confrères. On se dit à très bientôt et un autre numéro sans doute très prochainement.